Un camion ordinaire a brusquement dévoilé une menace invisible, une découverte qui a transformé un poste poussiéreux en ligne de front morale où chaque geste devenait crucial. Sous quelques sacs de ciment, les douaniers ont trouvé de quoi empoisonner des rivières et armer des embuscades silencieuses, un chargement capable de fissurer l'équilibre d'une souveraineté encore fragile et d'exposer la véritable ampleur d'un trafic enfoui. Que signifierait pour nous l'échec d'Ibrahim Traoré demain à nouveau? Surtout lorsque chaque interception révèle une artère souterraine qui menace de dévorer la nation avant même que l'alerte ne soit donnée. Une souveraineté vacille encore, silencieusement. Ce qui s'est joué ce jour-là dépasse largement la saisie spectaculaire d'un convoi piégé. C'est la démonstration qu'une frontière peut redevenir un lieu où un État mesure son propre souffle. La promesse du récit repose sur un enjeu simple et décisif. Comprendre comment une administration longtemps perçue comme routinière a pu, en quelques mois, se transformer en instrument de vigilance capable de déjouer une économie clandestine enracinée depuis des années. Pour le spectateur, l'intérêt tient en une idée précise: découvrir les mécanismes réels qui ont permis cette bascule administrative. Un bénéfice concret qui éclaire non seulement les opérations visibles, mais aussi les décisions invisibles, souvent prises loin des projecteurs. Un micro-hook s'impose alors. Si un simple contrôle a pu dévoiler un réseau transfrontalier entier, que reste-t-il encore à comprendre sur les failles, les habitudes et les relais qui ont permis à ce système de prospérer en silence? C'est cette tension entre ce qui a été révélé et ce qui reste à dévoiler qui donne à la suite du récit tout son poids analytique. Deux faits, placés côte à côte, suffisent à renverser toute lecture superficielle. En 3 mois, plus de 20 cargaisons ont été interceptées, et dans les 72 heures suivantes, 27 camions supplémentaires ont été inspectés. Ces deux chiffres, que d'aucuns auraient relégués en bas de page, révèlent pourtant la vitesse à laquelle un appareil administratif longtemps engourdi a commencé à se réanimer. C'est ici que se referme la première boucle de curiosité. Si la défaillance d'Ibrahim Traoré pouvait entraîner l'effondrement d'une croyance collective, alors la brusque montée en puissance des contrôles offre déjà un premier élément de réponse. Le pays n'attendait pas un sauvetage, mais sans un signal pour se remettre en mouvement. Pour comprendre ce basculement, il faut replacer chaque geste dans son contexte. Le Burkina Faso évoluait au cœur d'une ceinture de feu de 6000 km, prise entre les chocs politiques du Niger, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Après 10 ans de coups d'État, de famine et de dépendance, la population oscillait entre lassitude et colère, voyant les frontières devenir des zones grises où ni loi ni moralité n'opéraient réellement. Les douaniers vendaient parfois le silence. Des milices louaient les routes. Les trafics devenaient ainsi des routines parallèles. L'arrivée d'Ibrahim Traoré, jeune officier à peine trentenaire, n'a pas d'abord été comprise comme un tournant stratégique, mais comme une aspiration symbolique. Pourtant, en quelques semaines, les douanes, l'agriculture et la garde civile furent réunis sous une même chaîne d'autorité, non pas pour militariser la frontière, mais pour réapprendre l'usage d'une vigilance qui ne s'emprunte pas. Les postes jadis tolérants devinrent des forteresses de responsabilité. Là où l'argent coulait, on plaça le devoir. Là où la complaisance régnait, on introduisit la patience méthodique. Peu à peu, les contrôles cessèrent d'être bureaucratiques. Ils devinrent des tests de souveraineté, des actes où l'État, après des années d'inertie, recommençait à se défendre lui-même. Amidou, jeune inspecteur encore méconnu du grand public, fut l'un des premiers à sentir que quelque chose échappait à la routine habituelle des postes frontaliers. Son regard n'était pas celui d'un technicien, mais d'un homme habitué à lire les incohérences minuscules que la plupart considèrent comme des détails sans valeur. Un soir, en examinant les documents d'un camion de ciment, il nota une date antérieure d'1 semaine à la cargaison réelle, une seule ligne d'encre, mais assez pour fissurer l'apparence de normalité.
Son supérieur demanda alors ce qui deviendrait une règle dans plusieurs opérations ultérieures. Observer avant d'intervenir, comprendre avant de saisir. Pendant des jours, Amidou nota les heures, les passages, les plaques répétitives. Toujours les mêmes routes au crépuscule, toujours le même type de fret, jamais un chantier en aval. Un schéma se dessinait avec une lenteur obstinée. Un autre cas confirma ses doutes. Un transporteur nerveux, trop pressé pour respecter le contrôle minimal, laissa échapper un détail sur une livraison urgente au nord. Rien de criminel en apparence, mais l'expression, répétée plusieurs fois dans des convois distincts, devint un fil rouge. C'est cette patience-là, discrète et accumulative, qui permit à l'équipe de cartographier non pas un incident isolé, mais une logistique clandestine reliant les marchés criminels du Sud aux cellules insurgées. Amidou n'était ni héros ni stratège. Il incarnait seulement la fonction la plus importante d'une frontière renaissante. Voir ce que d'autres choisissent d'ignorer. So what? Sans ces regards discrets, aucune souveraineté ne tient. La scène de bascule ne naquit pas d'un geste héroïque, mais d'un soupçon devenu trop cohérent pour être ignoré. Tout commença lorsqu'un convoi tenta de contourner le poste principal, s'enfonçant dans une route presque effacée des cartes. Une manœuvre trop propre pour être accidentelle. Les agents placés sur la colline observaient depuis des jours. Ce soir-là, les phares découpaient la poussière comme une confession involontaire. Sous les ordres stricts venus du haut commandement, façonnés dans l'esprit de vigilance voulu par Ibrahim Traoré, ils attendirent le point exact où frapper sans bruit. Quiche-Roite. Le signal radio claqua. Les 6 douaniers descendirent la pente, rapide, précis, silencieux. Aucun cri, aucune sommation superflue. Ils verrouillèrent les portières, neutralisèrent les chauffeurs, coupèrent les moteurs. Les gestes étaient nets, presque chirurgicaux, hérités des semaines d'observation accumulées. Sous les bâches, les premiers fûts. Scellés portaient des marquages étrangers, des étiquettes brouillées, des codes sans cohérence, tout ce qu'un transport légal s'efforce d'éviter. L'un des barils, légèrement cabossé, s'ouvrit lorsque l'agent plaça le levier. Une odeur d'amande amère envahit l'air. Le cyanure confirma que l'affaire dépassait toute simple contrebande. Chaos Trao. Une équipe technique arrivée du Nord valida les premiers soupçons. Explosifs conditionnés, médicaments falsifiés, produits chimiques capables d'empoisonner des villages entiers. À ce stade, l'opération changea d'échelle. Il ne s'agissait plus d'arrêter des passeurs, mais de démanteler une économie de la déstabilisation. Les manifestes furent croisés avec les registres des semaines précédentes. Les appels des chauffeurs furent retracés, les plaques comparées aux 6 signaux rapportés par les paysans et commerçants. Chaque recoupement renforçait une même hypothèse. Un corridor clandestin, soutenu par un réseau logistique structuré, alimentait simultanément des circuits criminels au sud et des cellules armées au nord. Le pays n'était plus face à un trafic opportuniste. Il affrontait une chaîne complète de financement et de déstabilisation. Dans la capitale, Ibrahim Traoré choisit le silence absolu. Aucune fuite, aucune image. Il voulait une action propre, sans hystérie publique, sans triomphalisme. Pendant 72 heures, les équipes quadrillèrent toutes les routes secondaires. 12 points d'entrée furent inspectés. Des entreprises fantômes furent reliées à une société agricole fictive basée hors du pays. Le puzzle s'emboîtait, morceau par morceau, sous la contrainte méthodique plutôt que sous le spectacle. Duchon, à 2h du matin, dans une brume épaisse, le dernier convoi tenta de forcer le destin. Les agents étaient prêts. Les moteurs se turent l'un après l'autre, comme si le brouillard lui-même éteignait la fuite. Sous le papier brun, des détonateurs. Dans une poche, une note manuscrite. Livraison complète. Paiement à Gao. La ligne reliant contrebande et terrorisme était désormais tracée avec une clarté implacable.
La capture ne suscita ni applaudissements, ni discours. Les barils furent déplacés sous escorte lourde. Les chauffeurs furent isolés. Le pays comprit que quelque chose venait de franchir un seuil. La vigilance n'était plus une réaction, mais une posture. Et derrière chaque opération, une même question persistait. Combien d'autres réseaux dormaient encore sous la poussière du Sahel? Le basculement devient lisible dès qu'on place les données sur une même ligne. Avant 2022, seuls 14% des cargaisons suspectes étaient inspectées, alors qu'en un an ce taux a bondi à 61%, signe qu'un appareil longtemps passif s'est transformé en organe de réaction discipliné. Ce delta n'est pas une simple amélioration. Il marque l'entrée dans une logique où chaque contrôle devient un acte de protection mesurable. À partir de ces chiffres, la mutation administrative prend forme. Les postes frontaliers, autrefois rythmés par l'habitude et la routine, furent soudain réorganisés autour d'un protocole d'évaluation fondé sur 4 critères: provenance, fréquence, cohérence documentaire et nature du fret. Chaque anomalie déclenchait un double examen, l'un numérique, l'autre humain, supprimant les zones grises qui permettaient aux cargaisons douteuses de circuler comme de simples marchandises. La deuxième donnée clé apparaît dans les rapports internes. La mise en place du nouveau système a réduit de 40% les temps de réaction lors des alertes, permettant aux équipes mobiles d'intervenir avant que les convois n'atteignent les routes secondaires. Cette réduction, discrète en apparence, change radicalement le tempo opérationnel. Un terrain réactif devient un terrain qui respire. La troisième mesure, souvent négligée dans les analyses extérieures, concerne la confiance publique. Les signalements citoyens ont augmenté de moitié depuis l'harmonisation des contrôles. Ce n'est pas un simple phénomène sociologique. C'est le signe qu'une frontière commence réellement à fonctionner comme un espace partagé entre institutions et populations. Dans ce paysage quantifié, l'influence d'Ibrahim Traoré n'est pas un mot d'ordre politique, mais une structure de décision. La doctrine qu'il impose? Patience, autonomie locale, responsabilité individualisée, produit un effet mécanique. Plus les équipes sur le terrain disposent de marge d'action, plus les saisies deviennent précises, rapides et non violentes. Les opérations frontalières, autrefois marquées par la brutalité, se convertissent en interventions chirurgicales, ciblées, sans victime. Cette évolution est confirmée par les rapports mensuels, qui montrent une corrélation directe entre autonomie décentralisée et taux de réussite. Les inspecteurs, libérés de l'attente d'ordre venus de la capitale, ajustent leur lecture du tasséitico. Ils anticipent les mouvements suspects, croisent les itinéraires, identifient les schémas répétitifs. Le protocole n'est plus un texte, il devient un réflexe. Mais derrière les chiffres se joue quelque chose de plus profond. Une culture institutionnelle réapparaît. Les postes, longtemps aperçus comme des lieux où l'on négociait la complaisance, retrouvent une valeur morale. Les signatures ne sont plus des formalités, elles deviennent des responsabilités. Et dans les couloirs administratifs, un indicateur nouveau circule. La confiance civique. Les plaintes pour abus baissent, les signalements montent, et la population commence à considérer les uniformes non comme des percepteurs, mais comme des gardiens. Les chiffres ne suffisent pas à raconter une renaissance, mais ils en donnent l'ossature. Et dans le cas présent, ils racontent déjà la première étape d'un État qui réapprend à voir, mesurer, agir. 2 lectures opposées se sont imposées dès les premières semaines de la réforme. La première, portée par plusieurs observateurs étrangers, avançait que centraliser les douanes, la garde civile et l'agriculture au sein d'une même chaîne d'autorité risquait d'étouffer les contre-pouvoirs naturels d'un État jeune. Selon cette position, transformer les postes frontaliers en unités de sécurité interne revenait à militariser un espace civil, à réduire l'épaisseur démocratique et à faire dériver la gouvernance vers une verticalité trop rigide. Cette inquiétude, nourrie par l'histoire récente de la région, n'était pas dénuée de cohérence. La confusion entre vigilance et contrôle excessif peut parfois glisser sans bruit. La seconde lecture, issue du terrain, développait une thèse inverse.
Pour ceux qui avaient vu les postes frontaliers s'effriter au fil des années, corruption tolérée, routes négociées par des milices, cargaisons douteuses circulant sans résistance, l'autorité n'était pas un danger, mais une réparation. Dans un pays où les lignes administratives s'étaient fondues dans les routines parallèles, restaurer la coordination n'était pas un excès, mais une condition minimale de survie. Les rapports internes confirmaient d'ailleurs cette perspective. Aucune bavure majeure n'a été recensée dans les 18 mois suivant la réorganisation, tandis que le volume des saisies illégales triplait et que les dépenses d'urgence diminuaient de 22%. C'est ici que le Stillman devient utile. Replacer chaque thèse dans sa meilleure version. Du côté des critiques, le risque de surcentralisation ne doit jamais être minimisé, car l'histoire du Sahel regorge d'exemples où l'ordre imposé a fini par éroder la confiance. Du côté des défenseurs, les données montrent que la discipline nouvelle n'a pas produit d'excès mesurable, mais une réduction de la violence et un recentrage opérationnel. Entre ces positions, une réalité s'impose. La frontière ne peut fonctionner ni comme une forteresse aveugle, ni comme une passerelle démunie. La cohérence du système dépend donc d'un équilibre fragile, où la fermeté n'a de sens que lorsqu'elle s'exerce avec discernement et où la vigilance n'est durable que lorsqu'elle est partagée. Un seuil vient d'être franchi. Le moment charnière de l'opération n'est pas la saisie elle-même, mais la manière dont elle a redéfini les réflexes institutionnels. Alors que les équipes pensaient avoir neutralisé le cœur du réseau, un détail presque banal fit basculer toute la lecture. Les barils confisqués n'étaient pas seulement du poison promisé au marché criminel, mais les reliques d'une chaîne financière dont l'origine se trouvait hors du pays. Pour les analystes, ce glissement n'était pas anodin. Il révélait que les trafics ne prospéraient plus seulement dans les marges locales, mais dans une économie régionale où chaque cargaison servait de passerelle entre plusieurs circuits clandestins. Sous la doctrine de discrétion imposée par Ibrahim Traoré, cette découverte obligea les équipes à reconstituer l'amont du réseau, non plus son simple transport. À partir de ce point, le récit change d'échelle. Les frontières ne sont plus des lignes de passage, mais des filtres où se lie la tension entre ce qui menace de s'installer et ce qui peut encore être stoppé. Le midpoint n'est donc pas un retournement spectaculaire, mais un constat froid. La bataille invisible n'était que la façade d'un conflit logistique beaucoup plus vaste, enfoui depuis longtemps dans les interstices du Sahel. La révélation du midpoint éclaire désormais les effets concrets de l'opération à travers 4 champs distincts. C'est ici que se referme la boucle ouverte en P8. Si les barils provenaient d'une chaîne transfrontalière, alors leurs impacts, une fois stoppés, se lisent autant dans les institutions que dans la vie quotidienne. Voici une nouvelle perspective qui s'y rattache. Pour l'État, l'opération marqua la naissance d'un réflexe nouveau, une administration capable d'agir avant d'être sollicitée. Les douanes obtinrent des protocoles consolidés, intégrant capteurs de traçabilité et coordination civilo-militaire, ce qui réduisit immédiatement les incidents frontaliers. Sous la ligne directrice d'Ibrahim Traoré, chaque point de contrôle devint un micro-centre de décision plutôt qu'un simple maillon passif. La souveraineté cessait d'être théorique, elle devenait quotidienne. Voici une nouvelle perspective qui s'y rattache. Le démantèlement du corridor clandestin bouleversa les circuits illégaux qui, jusque-là, affaiblissaient la fiscalité nationale. En disparaissant, ces filières laissèrent place à un regain de recettes douanières, suffisant pour moderniser plusieurs postes ruraux et financer des laboratoires mobiles capables de détecter médicaments falsifiés et produits chimiques. Ce rééquilibrage économique, fragile mais réel, s'imposa comme une conséquence directe d'une vigilance réapprise, où le contrôle ne visait plus à punir, mais à assainir. Voici une nouvelle perspective qui s'y rattache. La transformation la plus profonde, pourtant, se fit du côté des populations. Les villageois, longtemps méfiants devant les uniformes, commencèrent à signaler eux-mêmes les véhicules suspects. Les commerçants inscrivirent des messages de vigilance sur leurs étals. Les écoles enseignèrent les gestes d'alerte. Des jeunes rejoignirent les brigades communautaires.
Cette participation spontanée réduisit le poids de la peur. La frontière cessa d'être une zone de crainte. Elle devint un espace d'appartenance et de responsabilité partagée. Voici une nouvelle perspective qui s'y rattache. Au-delà du Burkina Faso, l'effet d'entraînement fut immédiat. Des officiers du Mali, du Niger et de la Guinée citèrent l'exemple burkinabé dans leur propre plan de réforme. Les réunions conjointes se multiplièrent pour harmoniser les contrôles. À Bruxelles, Paris ou Washington, la réorganisation fut suivie avec prudence, mais reconnue comme une expérience de résilience née sans assistance extérieure. Sous l'impulsion discrète d'Ibrahim Traoré, une idée s'imposait. Un État pauvre peut devenir une référence lorsqu'il choisit la discipline plutôt que la dépendance. Dans ces 4 dimensions, l'impact de l'opération dépasse donc la simple saisie. Il redessine la manière dont une nation se voit, dont une population agit, dont une région s'observe. Et surtout, il montre que la vigilance n'est pas un geste ponctuel. C'est une structure vivante, capable de tisser une souveraineté qui respire à travers chaque contrôle. Les prochains mois dessinent 3 trajectoires possibles, chacune portée par les mêmes données, mais orientée par des conditions différentes. Le point commun, la vigilance acquise n'est pas un acquis éternel, mais un état qui demande entretien, cohérence et endurance collective. Dans un premier scénario, on peut imaginer une évolution stable. Dans l'horizon le plus probable, les douanes maintiennent leur rythme actuel, avec des moyens modestes mais stables. Les équipes frontalières continuent d'intercepter entre 20 et 25 convois suspects par trimestre, révélant des réseaux qui se déplacent davantage vers les axes secondaires sans reconstituer l'ampleur d'avant 2022. Les villages proches des routes commerciales conservent leurs réflexes de signalement et la coordination civilo-militaire demeure fonctionnelle. Ce scénario ancre une souveraineté silencieuse mais solide, où l'effort prime sur le spectacle. Un deuxième scénario ouvre une possibilité plus favorable. Dans la version ascendante, la dynamique burkinabé inspire un maillage régional. Le Mali, le Niger et la Guinée harmonisent leurs bases de données. Une force mixte de surveillance naît dans la zone sahélienne occidentale. Les trafics diminuent de moitié. Les villages frontaliers deviennent des carrefours de commerce légal, tandis que les organisations internationales réévaluent le pays comme un partenaire fiable, non dépendant. Ce scénario fait du pays un laboratoire de stabilité, dont l'efficacité repose sur la cohérence plus que sur la puissance. Un troisième scénario met en lumière une issue plus fragile. Dans le panorama le plus fragile, la fatigue gagne les équipes, les ressources s'érodent, la corruption refait surface. Une cargaison explosive non détectée rétablit la peur, brise la confiance civique et réactive la dépendance à l'assistance extérieure. Les brigades communautaires se replient, les signaux citoyens diminuent et les trafics reprennent leurs routes abandonnées. Ce scénario ne relève pas d'une prophétie, mais d'une mémoire récente, celle d'un pays qui a déjà vu l'effort basculer sous le poids de l'usure. On peut alors proposer une réflexion complémentaire. Pour se situer entre ces 3 horizons, une discipline mentale s'impose. Penser la souveraineté non comme une promesse, mais comme une pratique quotidienne. Une vigilance ne gagne rien sans constance. Dans le sillage de l'opération, les répercussions ne se mesurent plus seulement dans les chiffres ou les cartes d'état-major. Elles prennent forme dans ce que vivent, ressentent et anticipent 3 cercles de public directement liés au devenir de la frontière. Chaque cercle perçoit la vigilance à sa manière, avec ses attentes et ses craintes, mais tous participent à la même dynamique. Comprendre ce que signifie être protégé sans dépendre d'un secours extérieur. Pour éclairer cela sous un autre angle, pour une génération souvent désabusée, la transformation des postes frontaliers a créé un nouvel imaginaire, celui d'un pays capable de se tenir debout sans emprunter sa force ailleurs. Les récits circulant dans les écoles, les vidéos montrant les barils détruits, les débats dans les lycées
ont fait naître un patriotisme plus concret. Les jeunes y voient une preuve que la discipline peut être une puissance créatrice, non une contrainte sèche. Pour éclairer cela sous un autre angle, dans les villages, l'impact est encore plus sensible. Les paysans, longtemps tenus à la marge des récits nationaux, découvrent qu'ils occupent une place centrale dans la vigilance partagée. Les signalements, les repas offerts aux patrouilles, les journées communautaires de surveillance transforment la frontière en espace de coopération. Leur quotidien ne devient pas plus simple, mais il gagne en sens. Chaque geste protège quelque chose de tangible. Pour éclairer cela sous un autre angle, à l'étranger, dans les cercles burkinabés de Paris, Montréal ou Abidjan, l'opération a ravivé une fierté mise à l'épreuve depuis des années. Les images circulant discrètement, les échos des réformes, les témoignages relayés par les familles donnent à la diaspora un point d'ancrage identitaire. Elle retrouve la sensation que le pays ne subit plus l'histoire, il la façonne. Dans ces trois cercles, une même conviction émerge. Une vigilance authentique rehausse la dignité de chacun, où qu'il vive. La phase qui suit l'opération ne dépend plus du hasard ni de la chance. Elle exige une méthode claire, mesurable et transmissible. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la transition d'une victoire ponctuelle vers une vigilance durable doit reposer sur un enchaînement d'actions simples, mais irréversibles. Voici la feuille de route consolidée par les rapports internes et validée sur le terrain. Pour avancer, une étape se dessine clairement. Qui? Douaniers, les unités, civiles, locales. Action. Intégrer une cellule civilo-militaire dans chaque point de contrôle. Mesure. Réduire de 30% le délai de réaction lors des alertes. Cette structure donne aux postes secondaires la capacité d'agir sans attendre la capitale. Pour avancer, une étape se dessine clairement. Qui? Anciens inspecteurs formés à la probité. Action. Surveiller les opérations, publier des rapports trimestriels, protéger les lanceurs d'alerte. Mesure. Stabilité du taux de signalement cohérent. Plus absence de bavure. L'objectif. Éviter que la rigueur acquise ne soit engloutie par l'habitude. Pour avancer, une étape se dessine clairement. Qui? Village proche des axes commerciaux. Action. Formation au schéma suspect. Protocole d'alerte rapide. Mesure. Augmentation continue des signalements citoyens vérifiés. La vigilance devient horizontale, pas seulement hiérarchique. Pour avancer, une étape se dessine clairement. Qui? Équipe logistique locale. Action. Croisée données de transport, santé publique et commerce. Mesure. Détection plus précoce des anomalies répétitives. C'est la bascule d'une douane réactive vers une douane anticipatrice. Pour avancer, une étape se dessine clairement. Qui? Nouvelle recrue. Action. Ancrer la devise. Servir, c'est protéger avant d'obéir. Mesure. Cohérence des décisions locales. Plus baisse des abus déclarés. Cette feuille de route transforme un succès en système et un système en culture. Lorsque la poussière de l'opération retomba, Amidou, celui qui avait remarqué la première incohérence dans un simple document froissé, observa les barils détruits comme on regarde la fin d'une saison longue et invisible. Il comprenait que ce qu'il avait déclenché n'était pas une prouesse individuelle, mais l'éveil lent d'un pays qui cessait d'attendre d'être sauvé. Autour de lui, les douaniers se gardaient le silence, conscient que la frontière, pour la première fois depuis longtemps, venait de devenir un lieu de vie plutôt qu'un passage de survie. Dans ce climat intérieur, les mots d'Ibrahim Traoré résonnaient différemment. Ils n'étaient plus des déclarations, mais des lignes de conduite incarnées par ceux qui avaient veillé dans la poussière, la nuit et le doute. Les gestes d'Amidou devenaient un motif, rappelant que la vigilance commence souvent par un détail que personne ne regarde. Alors se forma une évidence, simple, nue, tenace. La dignité se défend dans le silence, et ce silence désormais portait tout un pays. Ce qui demeure, au-delà des chiffres, des routes surveillées et des barils détruits,
C'est la manière dont un pays redécouvre la valeur de ses propres gestes. La vigilance née dans les postes frontaliers n'est plus un simple réflexe institutionnel. Elle devient une grammaire collective, un langage discret que partagent douaniers, villages, marchés et familles dispersées dans la diaspora. Là où régnait autrefois le doute et la résignation, une forme d'assurance tranquille s'est installée, comme si chacun comprenait désormais que protéger une frontière revient aussi à protéger ce qui assure le futur d'une communauté entière. La suite dépend de la capacité de chacun à prolonger cet élan sans bruit, à nourrir cette discipline sans qu'elle devienne contrainte, à transformer la vigilance en habitude plutôt qu'en exception. C'est une responsabilité douce, presque invisible, mais décisive pour l'équilibre d'une nation qui se sait encore fragile. Et vous, spectateurs lointains ou proches, que feriez-vous si la prochaine frontière à défendre n'était plus une ligne de terre, mais une conscience,